Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. On va juste attendre quelques minutes pour avoir quelques autres participants avec nous et puis on va commencer dans quelques instants. Alors, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de vous joindre à nous pour le webinaire sur les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, SCPD, organisé par la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Mon nom est Joanne Albert, je suis gestionnaire des communications ici et je vous remercie de votre participation à ce webinaire de 60 minutes. La séance sera présentée par Dr. Marie-André Bruno et sera animée et modérée par Dr. Marie-France Rivard. Et notre webinaire aujourd'hui prendra la forme d'un aperçu d'environ 30-40 minutes des lignes directrices et suivi d'une courte période de questions et d'un court sondage. Alors, je vais juste demander à la personne en charge de changer la diapositive. Alors, juste des petits rappels de logistique pour le webinaire. Donc, les ressources seront partagées dans la zone de clavardage. Un enregistrement sera disponible sur notre page web. Oups. De notre page web. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller clavarder. On pourra essayer de vous aider si vous avez des problèmes techniques. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser des questions en utilisant la boîte de clavardage. Maintenant ou bien après, au courant de la présentation, juste une petite coquille ici sur la présentation, le clavardage sera fermé, mais ensuite on va réouvrir le Q&A pour la période des questions et réponses. Et puis, votre interaction est extrêmement importante. On vous invite à répondre au très court sondage de 6 questions qu'on vous présentera à la fin. On va aller à la diapo suivante. Euh, alors, nous reconnaissons que le travail d'élaboration de ces lignes directrices se déroule sur de nombreux territoires autochtones, y compris les terres traditionnelles et ancestrales des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces territoires peuvent être régis par un traité non cédé ou contesté. Nous nous engageons à faire progresser la réconciliation et à favoriser des résultats équitables en santé pour tous les peuples autochtones. Pour en savoir plus sur la santé autochtone, consultez le site web du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter notre modératrice, la docteure Marie-France Ribard, gérontopsychiatre à la retraite. Et depuis 2015, elle a été une des membres fondateurs de l'Académie canadienne de gérontopsychiatrie et de la Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées. Elle a été directrice des services cliniques de gérontopsychiatrie de l'Hôpital Royal à Ottawa pour la majeure partie de sa carrière. Professeure titulaire au département de psychiatrie de l'Université d'Ottawa, elle a été impliquée dans la formation continue de médecins, infirmières, personnels œuvrant dans les CHSLD et divers services de santé dans les communautés rurales de l'Est et du Nord-Est de l'Ontario. Bienvenue, Dr. Rivard, et merci encore une fois d'être avec nous pour modérer ce webinaire. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. En tant que membre fondateur de l'Académie
et de la coalition. Ça me fait énormément plaisir de voir ces nouvelles lignes directrices-là sur les troubles associés aux troubles neurocognitifs. Et j'aimerais d'abord remercier tous les membres qui ont contribué à ces nouvelles lignes directrices-là, en particulier les coprésidents du groupe de travail, Dr. Dallas Seitz et Dr. Jennifer Watt, pour tout le travail qu'ils ont fait. Il faut aussi souligner le travail bénévole du grand groupe multidisciplinaire pan-canadien qui ont travaillé à ces lignes directrices. Et je vous invite à aller voir ces lignes directrices-là sur le site de la coalition quand vous en aurez la chance. Le lancement des lignes directrices, pour moi, c'est le début d'un travail qui est nécessaire au niveau pan-canadien pour continuer d'améliorer la qualité des soins que vous pouvez offrir aux personnes qui sont soit dans les centres de soins de longue durée ou soit encore dans la communauté, mais qui ont des problèmes associés aux troubles cognitifs. Comme vous savez, c'est un grand défi de santé présentement pour s'occuper des, euh, des problèmes reliés aux troubles neurocognitifs et en particulier les problèmes de santé mentale qui sont reliés aux problèmes cognitifs. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Dr. Bruno Marie-André, qui a participé au développement des lignes directrices et qui est membre de l'Académie depuis plusieurs années. Dr. Bruno a obtenu son diplôme d'études supérieures en psychiatrie ainsi qu'un diplôme de maîtrise en sciences biomédicales de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est certifiée gérontopsychiatre par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada depuis 2013. Elle est professeure titulaire de clinique au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Elle a été directrice adjointe du département pour la division de gérontopsychiatrie de 2011 à 2021. Elle a pratiqué au CHUM et à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, où elle a travaillé sur où elle était à la tête d'un programme de SCPD. Alors, à ce titre, elle a été et demeure intimement impliquée avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans le cadre du plan Alzheimer pour plusieurs projets de révision des services, de formation clinique, ainsi que de création d'outils cliniques et guides de pratique. Elle a publié de nombreux articles et donné des dizaines de conférences, tant au niveau national qu'international, sur le domaine. Et depuis 2022, elle a développé une clinique de gérontopsychiatrie communautaire. Ça me fait grand plaisir de vous présenter mon amie, Dr. Marie-André Bruno. Merci Marie-France, mon amie aussi. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour lancer les lignes directrices canadiennes pour les SCPD. Vous avez ici mes conflits d'intérêts potentiels. Et on veut aussi remercier pour le financement l'initiative qui a été rendue possible grâce à une contribution de l'Agence de santé publique du Canada. Mentionnons que les opinions ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Agence par ailleurs. Donc, les objectifs du webinaire aujourd'hui, c'est de se familiariser avec le processus d'élaboration des lignes directrices de pratique pour l'évaluation et la prise en charge des SCPD de la Coalition canadienne de santé mentale des aînés et de comprendre comment ont été choisis, quels sont les thèmes clés, puis les recommandations qui ont été émises, voir les nouveautés aussi. Donc, brève introduction, qu'est-ce que c'est les SCPD? Ce sont bien sûr les symptômes non cognitifs associés aux troubles neurocognitifs majeurs, qui sont également appelés dans la littérature ou en clinique comportements réactifs, symptômes neuropsychiatriques, etc. On sait que la plupart des personnes atteintes de démence ou troubles neurocognitifs majeurs vont souffrir de SCPD à un moment de leur évolution.
L'épidémiologie parle d'à peu près 75% des personnes dans la communauté et plus de 80% en soins de longue durée. Vous avez ici une diapositive là, qui est tirée d'un article de Liketsos, la référence n'apparaît pas, où on voit la prévalence des différents SCPD, donc délire, hallucination, agitation, agression, dépression, anxiété, euphorie, apathie, désinhibition, irritabilité, comportement moteur et des changements du sommeil et de l'appétit. Donc, ça couvre large. Pourquoi les SCPD sont importants? Ben, parce qu'ils sont associés à une augmentation du déclin fonctionnel et de la mortalité. On sait qu'ils ont une contribution majeure au stress des proches aidants, puis ils vont augmenter le risque d'hébergement en soins de longue durée. Ils diminuent la qualité de vie des personnes atteintes, mais aussi de leurs proches, et que l'évaluation et la prise en charge est complexe parce qu'il y a plusieurs facteurs impliqués, donc ça nécessite un peu une analyse systématique. Vous avez ici un petit graphique qui, malheureusement, est en anglais, qui démontre un petit peu les différents facteurs associés au SCPD. Donc, d'abord, les changements neurodégénératifs qui sont associés avec la pathologie, qui amènent des changements dans la capacité de la personne à interagir avec les autres, avec son environnement, donc par les changements neurotransmetteurs, fonctionnels, etc., ce qui augmente la vulnérabilité aux stresseurs et donc donne lieu à des SCPD. Il y a des facteurs aussi qui proviennent du patient comme tel, donc la personnalité prémorbide, s'il y a des antécédents de maladies psychiatriques, des problèmes médicaux aigus, des besoins non répondus, de la douleur, des problèmes de sommeil, etc. Des facteurs qui impliquent les soignants ou les aidants, donc le stress, l'épuisement, la dépression, le manque d'éducation par rapport à la démence puis aux symptômes apparentés, des problèmes dans la communication et un mismatch ou voyons, ça sort juste en anglais, un débalancement entre les attentes des soignants, des aidants, puis la possibilité pour le patient là, de faire ce qui est attendu. On parle aussi de facteurs environnementaux, donc sous-surstimulation dans l'environnement, des enjeux de sécurité, peu d'activité ou de structure et peu de routine. Passons à comment furent élaborées les lignes directrices. Donc, on s'est inspiré du processus du Guideline International Network et on a fait une gradation selon le processus GRADE qui essaie de classer, dans le fond, les évidences selon la force et la qualité de ce qui est présenté. Le groupe d'experts était composé de cliniciens et de chercheurs sur les SCPD provenant de tout le Canada. Il y a eu aussi des réviseurs externes, puis des personnes avec une expérience vécue là, des SCPD, soit des proches ou des patients eux-mêmes, qui ont donné leur avis sur les lignes directrices. Il y a eu une revue des évidences, donc d'abord une révision des lignes directrices existantes sur les SCPD depuis 2011 jusqu'en 2022. Donc 2011, le moment où les précédentes lignes directrices étaient publiées. Ça a donné lieu d'abord à mettre l'emphase sur 23 lignes directrices de qualité modérée élevée. Furent revisées 264 recommandations. Il y a aussi une revue systématique, une révision rapide des revues systématiques existantes sur les SCPD. Il y a un article sous presse à cet effet-là. Et une révision rapide des stratégies de traitement pour ce qui est des expressions sexuelles à risque potentiel chez les personnes qui vivent avec un TNC, ça depuis 2017. Vous avez ici les membres du groupe d'experts, donc les coprésidents Dr. Seitz, Dr. Watt. Vous voyez la représentation à travers le Canada, mais aussi neurologues, pharmaciens, médecins de famille, gériatres, gérontopsychiatres, infirmières, psychologues, pharmacologues, donc plusieurs professionnels impliqués. D'abord, on a tenté de sélectionner la terminologie puis les thèmes, donc sachant qu'il n'existe pas de termes consensuels pour décrire les comportements des personnes avec un trouble neurocognitif majeur. Comme on l'a dit, il y a différents termes utilisés. Il y a eu une enquête menée auprès de différentes personnes impliquées pour déterminer la terminologie privilégiée, donc qui a porté sur 250 personnes qui ont répondu à l'enquête.
Et SCPD est ressorti comme le terme privilégié à utiliser parce que ça fait quand même, je crois, plusieurs années qu'on roule avec ce vocable et tout le monde comprend de quoi on parle. Les thèmes relatifs au SCPD, une enquête a aussi été menée auprès des parties prenantes avec un exercice de priorisation de groupe d'experts pour déterminer les sujets à traiter. Les sujets cotés plus de 7 sur 9 ont été jugés critiques et donc inclus dans les lignes directrices. Les thèmes sélectionnés, ben, vous les voyez, agitation, psychose, symptômes dépressifs et dépression, anxiété, expression sexuelle à risque potentiel. Donc, pour chacun de ces thèmes-là, les questions qui ont été posées à la littérature, c'est quels, euh, quels sont les critères diagnostiques pour ces syndromes particuliers, quels sont les outils diagnostiques qu'on peut utiliser, quelle est l'efficacité et la sécurité des traitements tant pharmacaux que non pharmacaux. Pour ce qui est de la déprescription des psychotropes, les questions posées étaient quels médicaments peuvent être déprescrits dans un contexte de SCPD? Quels sont les facteurs cliniques qui vont nous indiquer qu'on risque d'avoir plus de succès avec la déprescription? Puis quelles approches organisationnelles sont à privilégier? Donc, vous allez voir que les lignes directrices sont décrites avec des recommandations fortes ou conditionnelles. Donc, le vocabulaire change. Forte recommandation, c'est recommander. Conditionnel, c'est suggérer. Donc, recommander si la plupart des patients aimeraient bénéficier de l'approche, que la plupart des cliniciens conseilleraient l'approche, que les décideurs politiques et gestionnaires devraient mettre en œuvre la recommandation. Alors que conditionnel, c'est la majorité souhaiterait, mais pas tous, ou conseillerait, mais pas tous, et que la mise en œuvre nécessiterait un débat approfondi là, sur l'élaboration des politiques. La qualité des évidences a été cotée selon le système GRADE, donc de élevé, modéré, faible, très faible. Donc, élevé, bien sûr, quand il y a plus d'études, quand le fait d'avoir plus d'études ne modifierait pas la force des évidences pour ou contre l'approche et l'inverse pour très faible. Différents facteurs peuvent diminuer la qualité des évidences, donc les limites des études, s'il y a des résultats inconsistants, des preuves indirectes, des imprécisions, des biais de publication, des facteurs aussi qui peuvent augmenter la qualité. Donc, s'il y a un large effet, des facteurs confondants plausibles, une réponse dose gradient. Je vous fais grâce du détail de ça. Et bien sûr, on a parlé de pas de recommandation s'il n'y avait pas d'évidence assez consistante pour se prononcer sur une question. Voyons d'abord les recommandations quant aux principes généraux d'évaluation et de prise en charge des SCPD. Donc, d'abord, on reconnaît la nécessité de fournir l'éducation et les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'approches interdisciplinaires structurées pour l'évaluation et la gestion des SCPD. Bien sûr, bon, le groupe d'experts est conscient des ressources limitées en ce moment dans tout le réseau de santé canadien, mais souligne quand même dans les guidelines la nécessité d'identifier et de soutenir des champions pour augmenter la capacité du réseau à prendre en charge ces différents symptômes. Ensuite, obtenir le consentement éclairé de la personne atteinte ou de son mandataire pour l'évaluation et la prise en charge des CPD, donc faire œuvre commune dans tout le processus en s'alliant la famille et le patient lui-même. Intégrer des informations sur les valeurs, les objectifs de soins, les préférences exprimées au préalable dans l'évaluation et la prise en charge des SCPD pour graduer finalement nos interventions. Et évaluer, bien sûr, le type et le stade du trouble neurocognitif parce que selon le type, nos approches vont varier. On ne va pas traiter nécessairement de la même façon une démence frontotemporale, une démence à corps de Lewy ou une maladie d'Alzheimer. Décrire aussi, en fait, analyser les causes sous-jacentes potentielles, décrire les CPD spécifiques qui posent problème en termes de fréquence, de durée, de sévérité, et en incluant bien sûr les risques associés. On voudrait ensuite que les cliniciens procèdent à une évaluation exhaustive des facteurs biologiques potentiellement contributifs au SCPD, notamment
les antécédents médicaux et psychiatriques, l'évaluation du délirium. On sait à quel point les patients avec TNC sont plus à risque de développer des déliriums et que c'est des fois difficile là, de départager quand on a des SCPD. La révision des médicaments, la consommation de substances psychoactives, l'évaluation de la douleur, de l'audition et de la vision. Ensuite, procéder à une évaluation approfondie de l'identité individuelle. Ça veut dire donc en utilisant une approche interdisciplinaire qui va tenir compte du sexe, du genre, de la langue, de la race, de l'origine ethnique, du bagage culturel et des croyances religieuses. Dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est qu'on connaisse les patients, entre autres lorsque dans certains milieux, les soignants prennent charge, qu'on connaisse l'histoire de vie des individus. Ça va nous permettre d'adapter nos approches, de les individualiser. La Société d'Alzheimer a d'ailleurs un document sur son site web en français, ça s'appelle À propos de moi, qui est un bon document là, qui peut être rempli, qui donne toutes sortes d'informations sur l'histoire de la personne, sa personnalité, ses intérêts, etc. Et on souligne aussi l'importance de documenter s'il y a des traumatismes associés à la pauvreté, à la guerre, au racisme, à la discrimination, aux enjeux de migration, parce que tout ça va influencer la réponse à l'environnement, donc des patients avec TNC. Se préoccuper aussi des barrières de communication quand il y a des barrières linguistiques et essayer d'obtenir des fois des traductions, des traducteurs pertinents pour nous aider à bâtir un plan. Ensuite, bien sûr, l'évaluation approfondie des aspects psychosociaux et environnementaux est importante, y compris les informations sur la manière dont les interactions avec d'autres personnes et l'environnement peuvent contribuer, donc l'environnement en termes de température, lumière, son, etc. On voudrait utiliser un vocabulaire centré sur la personne et adapté au public visé quand on communique sur les SCPD. Les interventions psychosociales sont toujours recommandées pour tous les SCPD, seules ou combinées avec des traitements pharmacologiques. On suggère de sélectionner et d'adapter les interventions psychosociales qui sont les plus susceptibles d'être efficaces pour chaque individu puis pour chaque symptôme. On va y venir plus dans le détail tantôt, lesquels ont été démontrés un peu plus efficaces. On voudrait aussi évaluer régulièrement le plan de prise en charge, puis envisager d'ajuster, de modifier ou d'interrompre les stratégies, le cas échéant. Donc, dans les interventions psychosociales, vous allez voir tantôt, on va parler de programmes d'éducation, de formation, de psychothérapie adaptée, d'exercices, des thérapies sensorielles, la musique, par l'animal, etc. Voilà. Maintenant, si on passe aux symptômes ou syndromes spécifiques, vous allez voir, voici le nombre de recommandations par symptômes spécifiques en termes de diagnostic, évaluation, gestion non pharmacologique et gestion pharmacologique. D'abord, on s'est concentré sur l'agitation, qui a le plus grand nombre d'articles dans la littérature, entre autres. Vous allez voir, j'ai souligné en jaune lorsque nos recommandations sont fortes et donc recommandées. Ici, pour ce qui est du diagnostic de l'agitation, on recommande d'utiliser les critères de consensus de l'International Psychogeriatric Association pour l'agitation dans les troubles cognitifs. Vous allez retrouver ça dans un article de Sano et autres 2023. Pour ce qui est des échelles de détection et d'évaluation de l'agitation, vous en avez diverses mentionnées ici qui ont toutes démontré certaines données psychométriques suffisantes pour du moins les suggérer. L'échelle d'agitation de Cohen-Mansfield également. Donc, vous aurez le détail du niveau de qualité dans les lignes directrices. Pour ce qui est de la gestion non pharmacologique de l'agitation, les approches interdisciplinaires de soins, y compris la formation au SCPD, les approches structurées, les plans de soins individualisés, les activités significatives en général, sont recommandées. Ce
qui a aussi le plus de force en termes d'évidence, c'est les interventions musicales. Et on retrouve quand même certaines évidences à l'effet que la zoothérapie, les animaux robotisés, l'exercice physique, les massages touchés thérapeutiques et l'aromathérapie peuvent aider à diminuer l'agitation. Pour ces différentes approches-là, là, le détail de la littérature, pour vous donner une idée, on parle de séances d'à peu près 20 à 30 minutes 2 à 3 fois semaine. Pour la zoothérapie, c'est surtout les chiens en longue durée qui ont été évalués. L'exercice physique, tant multi-component, je ne sais pas comment le traduire, là, avec plusieurs composantes ou aérobie, là encore, 2, 3 fois semaine, 60 minutes. Et l'aromathérapie, plus d'évidence avec la lavande, pour ceux que ça intéresse. Pour le traitement pharmacologique de l'agitation, il y a une recommandation forte pour utiliser le citalopram dans l'agitation modérée. Il y a des études en cours avec l'escitalopram, donc ça reste à déterminer. En général, dans ces études-là, le citalopram était bien toléré, mais ça portait sur une dose de 30 mg. Et donc, les facteurs prédictifs de bonne réponse au citalopram pour l'agitation, c'était quand il y avait de l'agitation moins sévère, un TNC moins avancé. Et on notait que ça pouvait prendre 9 semaines avant d'avoir une réponse, d'où l'idée de le mettre là, pour l'agitation modérée. Pour ce qui est de l'agitation sévère, vous allez voir ici des changements par rapport aux recommandations précédentes. La première ligne de traitement serait suggérée avec l'aripiprazole, la brexpiprazole ou la risperidone, donc en première ligne. Il y a quand même plusieurs études randomisées contrôlées, entre autres le brexpiprazole qui vient d'avoir l'approbation de Santé Canada pour l'agitation dans la démence. On note quand même à peu près là, un 30% de déviation standard, en fait, de diminution là, des symptômes. Il y a quand même toujours le risque de mortalité qui demeure, mais semble-t-il qu'il y a des variations démontrées dans les networks méta-analyses là, pour les risques d'ACV, la risperidone plus que l'aripiprazole, qui démontrait pas un si grand risque à cet effet-là. Bien sûr, les symptômes extrapyramidaux plus avec la risperidone qu'avec l'aripiprazole. Voilà ce que j'avais à en dire. Et on dit que en cas de non-réponse ou de non-tolérance, donc en première ligne, on suggère de passer de la risperidone à un des deux autres, donc aripiprazole ou brexpiprazole et vice-versa. Il n'y a pas d'intérêt, du moins en tout cas théorique, à switcher de l'aripiprazole à la brexpiprazole vice-versa, parce que c'est quand même la même classe de médication et d'effets. En deuxième ligne, suggérer la quétiapine quand il n'y a pas de réponse aux autres traitements ou quand on est limité en raison d'effets secondaires extrapyramidaux, bien que l'efficacité de la quétiapine est pas super démontrée, mais parce qu'il n'y a pas d'effets extrapyramidaux et semble-t-il moins de risque aussi d'ACV pourrait être un usage de deuxième ligne. Les antipsychotiques typiques quand il n'y a pas de réponse aux autres traitements en troisième ligne. Et en quatrième ligne reste l'anabilone et la carbamazépine. Carbamazépine, 300 mg dié. On dit quand même de faire attention vu les nombreux effets secondaires et interactions associées avec cette molécule-là. L'anabilone, en méta-analyse, pas une grande démonstration d'efficacité, mais les études sont hétérogènes. On sait il y a eu beaucoup d'effets de sédation associés avec les cannabinoïdes de synthèse. Il y a quand même une étude canadienne randomisée double insu qui a démontré une diminution de l'agitation avec l'anabilone, mais plus de sédation. Il y a d'autres études en cours, donc à suivre. On continue. Agitation, donc recommandation contre l'utilisation. D'abord, on recommande pas de démarrer un inhibiteur de l'acétylcholinésterase ou de la mémantine en cas d'agitation modérée à sévère. Tout simplement parce que c'est pas un traitement. S'il y a de l'agitation modérée à sévère, ça va pas être efficace. Tout ce qui a été démontré dans les études avec ces molécules-là, c'est peut-être la prévention de l'émergence de SCPD lorsqu'on les débute là, dans les débuts de TNC. Ici, quelque chose qui peut surprendre,
une recommandation forte contre l'utilisation de l'olanzapine dans l'agitation de la démence. Pourquoi? Encore une fois, en faisant une méta-analyse de réseau, c'était la molécule qui avait la plus grande augmentation de mortalité, à peu près 1,74 de odd ratio et d'ACV, 4,28, et qui démontrait pas tant d'efficacité par rapport aux autres antipsychotiques. Donc, à prendre en considération. Bien sûr, dans la clinique, au cas par cas, il arrive que certains patients vont y répondre. Mais bon, les recommandations sont à l'effet, là, en lien avec l'évidence de la littérature, de ne pas utiliser ça. Trazodone, mirtazapine, sertraline, fluoxétine, également suggéré de ne pas utiliser. En fait, très peu d'évidence d'efficacité pour l'agitation dans la démence. La trazodone, en fait, la seule étude qui a été démontrée efficace, c'est dans la démence frontotemporale. Donc, ça pourrait être gardé en tête pour ça. Les autres antidépresseurs, paroxétine, fluvoxamine, antidépresseurs tricycliques, vous le savez, ont des effets anticholinergiques ou des interactions médicamenteuses potentiellement problématiques, donc ne sont pas recommandées. Recommandation forte contre l'utilisation d'acide valproïque, qui a beaucoup d'effets secondaires chez cette clientèle-là. Contre l'utilisation de polypharmacie, il n'y a pas de rationnel, en tout cas scientifique, à utiliser une polypharmacie. Et aussi contre les antipsychotiques injectables à action prolongée, à moins qu'il y ait une maladie psychotique à la base, une schizophrénie, une maladie bipolaire, parce que les doses des actions prolongées sont souvent beaucoup plus importantes que ce qui est toléré là, chez nos patients avec TNC. Ni pour ni contre l'utilisation du prazotin. Il y a des études en cours, mais les évidences sont trop faibles à l'heure actuelle. Ni pour ni contre l'utilisation de l'électroconvulsivothérapie. Encore une fois, un peu d'évidence, mais très faible. Et une recommandation forte contre le recours à l'isolement ou à la contention. Je veux quand même glisser un mot ici parce que c'est important. On sait qu'en longue durée, les contentions sont utilisées chez 30 à 60 des résidents, 8 à peu près en hôpital aigu, alors qu'on sait que ça augmente la durée et les coûts des hospitalisations. Et alors que c'est utilisé pour prévenir les blessures et les chutes, la littérature montre qu'au contraire, les contentions et l'isolement augmentent les risques de chute, de blessures et de mortalité. Et ça devrait donc être utilisé seulement sur des unités spécifiques avec un personnel formé et un protocole de surveillance. On recommande de changer de traitement si le traitement de l'agitation est inefficace après 8 semaines, dont au moins 2 semaines à une dose thérapeutique. Passons à la psychose maintenant. Pour ce qui est des critères diagnostiques, on recommande les critères de psychose de l'International Psychogeriatric Association. C'est un article de Cummings en 2020. Pour ce qui est de la détection et de l'évaluation, on recommande la sous-échelle de psychose de l'inventaire neuropsychiatrique pour la détection des symptômes dans les troubles neurocognitifs majeurs. La gestion non pharmacologique, on suggère d'utiliser les approches psychosociales qui ont été jugées efficaces pour d'autres SCPD, par exemple les approches interdisciplinaires de soins, la musique, etc. Il y a quelques évidences à l'effet que le citalopram peut être utilisé dans les symptômes psychotiques modérés. Encore une fois, citalopram à déterminer et encore une fois, dans les études, par ailleurs, c'était des doses de 30 mg, alors qu'on sait que Santé Canada recommande de ne pas aller au-delà de 20 mg chez les personnes âgées à cause de l'augmentation du risque d'allongement du QTC. En psychose sévère, les évidences sont surtout pour suggérer l'utilisation de l'aripiprazole et de la risperidone. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme évidence pour le traitement, l'évaluation des symptômes dépressifs et la dépression dans les TNC? Pour ce qui est des critères diagnostiques, on recommande d'utiliser les critères du NIMH de dépression dans la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est un article de Olin en 2002. Pour la détection et l'évaluation de recommandations d'utiliser l'échelle de Cornell pour la dépression dans la démence, c'est celle qui a le plus de qualité psychométrique démontrée.
Pour ce qui est des symptômes dépressifs, attention, on va départager symptômes dépressifs et dépression. Donc, pour symptômes dépressifs, traitement non pharmacologique, c'est là qu'on retrouve le plus d'évidence pour recommander des interventions non pharmacologiques. Vous allez voir d'ailleurs que les interventions pharmacologiques sont pas recommandées parce qu'il y a très peu d'évidence d'efficacité pour les symptômes dépressifs dans la démence. Donc, les recommandations les plus fortes avec les approches interdisciplinaires de soins des troubles neurocognitifs majeurs, la stimulation cognitive, la thérapie par la réminiscence, des interventions en ergothérapie pour augmenter l'autonomie fonctionnelle, l'activité physique, massage et toucher thérapeutique et un petit peu moins d'évidence pour l'utilisation de la zoothérapie des animaux robotisés. Pour ce qui est, je vais juste dire un petit mot sur l'intervention en ergothérapie. En fait, ce qui est recommandé dans les études là, qui a été démontré efficace, c'est de l'espèce de case management par des ergos pour faire des plans d'activité qui permettraient d'augmenter l'autonomie fonctionnelle. Les experts sont bien conscients qu'en réalité, les ergothérapeutes sont surtout utilisés pour faire de l'évaluation, mais que ce serait possiblement une approche à implanter qu'ils puissent aussi élaborer des plans d'intervention, d'accompagnement pour augmenter l'autonomie fonctionnelle. Probablement qu'avec autant la stimulation cognitive que l'amélioration de l'autonomie fonctionnelle, ça valorise les patients qui ont l'impression d'avoir une certaine maîtrise sur leur maladie et donc diminue les symptômes dépressifs par le fait même. Gestion non pharmacologique de la dépression, les seules évidences sont avec les thérapies de résolution de problèmes et thérapies comportementales à domicile. On parle d'une session par semaine où on va enseigner des stratégies de résolution de problèmes, des stratégies compensatoires, de l'adaptation environnementale également. Symptômes dépressifs et diagnostic de dépression, traitement pharmacologique, comme je le disais, recommandations fortes contre l'utilisation de médicaments pour des symptômes dépressifs seuls, alors que pour un diagnostic de dépression, même si les données probantes font pas état de beaucoup d'efficacité, on va quand même suggérer d'essayer un antidépresseur pour une dépression modérée à sévère qui n'a pas répondu aux approches psychosociales. Et là, ben, en utilisant les antidépresseurs qui sont recommandés pour le traitement de la dépression chez les personnes aînées, vous allez retrouver les lignes directrices de la coalition canadienne qui ont été publiées, si je ne m'abuse, l'année dernière. Euh, Mentionnons par ailleurs que dans le Network Meta-Analysis et une étude randomisée aussi, on parlait quand même d'évidence par rapport à la sertraline jusqu'à 150 mg qui pouvait aider. Pour ce qui est de la dépression chez les personnes aînées sans troubles cognitifs, la première ligne dans les lignes directrices, vous allez retrouver, c'est avec la sertraline et la duloxétine. Donc, vous pourrez les lire si vous voulez aller plus loin. Passons au chapitre de l'anxiété. Pour le diagnostic de l'anxiété dans les TNC, si ça peut intéresser des chercheurs ou des cliniciens qui ont envie d'élaborer des critères diagnostiques. En fait, pour l'instant, on se rabat sur les critères du DSM-5-TR pour les troubles anxieux. Pour ce qui est des outils de détection et d'évaluation, il y a le plus d'évidence pour recommander le RAID pour les symptômes d'anxiété. Gestion non pharmacologique et pharmacologique de l'anxiété, les programmes d'éducation et de formation pour les personnes aidantes, la thérapie cognitivo-comportementale, mais avec des modifications, là, des adaptations pour les troubles cognitifs, qui incorporent aussi les aidants et démontrés aussi efficaces. Les interventions musicales ont la plus forte évidence. Et pour ce qui est des interventions pharmacologiques, on parle surtout du citalopram pour l'anxiété modérée à sévère. On vous recommande d'aller voir les lignes directrices de l'anxiété qui sont sorties le mois dernier pour connaître d'autres options là, comme telles. Maintenant, on reconnaissait qu'il y avait un besoin d'avoir un petit peu plus de recommandations sur l'évaluation, le traitement des expressions sexuelles à risque dans les TNC.
Donc, d'abord, c'est poser la question de quelle serait la définition précise d'expression sexuelle à risque. Là, des fois, on parle de définition sexuelle, bon, etc. Il y a différents vocables. La définition qui a fait consensus, c'est un acte verbal ou physique perturbateur de nature sexuelle, soit explicite ou perçu comme tel, qui est soit intrusif ou pratiqué sans le consentement de l'entourage de la personne atteinte de TNC. On va recommander l'outil, le SASBA, pour faire la détection et l'évaluation. C'est celui qu'on retrouve le plus dans la littérature. Au niveau des interventions non pharmacologiques, c'est sûr que la formation c'est pas patients, là, il y a une coquille, des soignants et des personnes aidantes est utile, tout comme essayer de supprimer les facteurs environnementaux qui peuvent déclencher, s'il y a trop de stimulation, par exemple, les modifications, essayer de faire des modifications de l'environnement, faire participer les personnes atteintes à d'autres types d'activités, donc utiliser la diversion, ces choses-là. On n'a pas émis de recommandations pharmacologiques, en fait, parce que tout ce qu'on trouve dans la littérature, c'est des séries de cas puis des rapports de cas. Donc, très faible qualité des évidences. Tout est utilisé ou à peu près dans la littérature, que ce soit les thérapies d'hormonothérapie, les antipsychotiques, les antidépresseurs, les benzos, les anticonvulsivants, le lithium, la mémantine, les inhibiteurs d'acétylcholinéstérase, les cannabinoïdes, le buspar et aussi les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Donc, c'est du cas par cas parce que ce ne sont que des petits rapports. Oups, on revient. Finalement, recommandation sur la déprescription de médicaments dans les SCPD. Il y a une recommandation forte pour déprescrire les antipsychotiques chez les personnes atteintes de TNCM qui n'ont pas d'antécédents d'agitation sévère, de psychose, ni d'autres indications potentiellement appropriées d'utilisation d'antipsychotiques. Donc, pas d'antécédents de maladies psychiatriques graves comme schizophrénie, maladie bipolaire, dépression récurrente, dépression psychotique, etc. Donc, qui sont les indications de prescription d'antipsychotiques chez des patients avec des troubles cognitifs majeurs? Donc, ça fait appel à ne plus prescrire d'antipsychotiques chez les patients avec démence pour de l'insomnie, de l'anxiété ou autre, mais vraiment pour ces indications-là. Donc, pour les autres, reviser la prescription. Lorsqu'on veut déprescrire les antipsychotiques, on recommande de tenir compte des SCPD actuels, de la dose de médicaments qui a été nécessaire pour les stabiliser, la durée du traitement antipsychotique, la sévérité initiale de l'agitation et de la psychose pour décider finalement de déprescrire chez un patient qui présentait une agitation, une psychose sévère. Donc, dans les études, on parle quand même de 70 de possibilités d'arrêt sans augmentation des SCPD pour ceux qui n'avaient pas l'indication initiale mentionnée. Il y a l'étude de Ballard quand même qui a démontré une diminution de la mortalité de 50 sur un an quand on arrivait à déprescrire. Et le fait de tenir compte de la sévérité initiale, actuelle, etc., c'est que les prédicteurs de succès d'une déprescription, c'est quand les symptômes sont moins sévères et qu'on a eu besoin de plus petites doses d'antipsychotiques pour y arriver, pour traiter les symptômes. Ensuite, on recommande de déprescrire de façon graduelle en diminuant de 25 à 50 toutes les 1 à 2 semaines, soit jusqu'à l'arrêt complet ou d'arrêter la réduction à la dose efficace la plus faible si jamais on voit remonter les symptômes d'agitation sévère, de psychose. Le fait de sevrer graduellement, ben, ça nous permet d'observer justement si les symptômes reviennent, puis d'adapter les stratégies, soit de mettre d'autres interventions non pharmacologiques ou de revenir à la dose précédente. Mais il y a quand même le fait de diminuer les doses, même si on n'arrive pas à l'arrêt complet, permet quand même de diminuer les risques associés à ces médicaments-là. On reconnaît aussi que les autres médicaments qui ont été efficaces ne devraient pas être cessés ou substitués juste sur des recommandations théoriques, donc quand même de rester là, dans l'individualisation du plan de traitement. Quelques recommandations supplémentaires.
On recommande de reviser aussi les autres médicaments psychotropes en vue d'une éventuelle interruption chez les personnes atteintes de TNC, donc y compris et surtout les benzodiazépines qui n'ont pas d'indication pour le traitement des SCPD. On connaît leur risque de dépendance, de tolérance, de chute, d'aggravation des troubles cognitifs, de désinhibition paradoxale, etc. Bien sûr, les benzos, il faut faire un sevrage lent parce qu'il y a des risques de sevrage. Ça inclut aussi les e-drugs, les médicaments apparentés. Pour ce qui est de la déprescription des antidépresseurs, les évidences sont moins intéressantes. En fait, on voit un petit peu plus de risque de récidive de symptômes dépressifs lorsqu'on tente de sevrer les antidépresseurs. Et il faut repenser un peu à la rationnelle. Les gens qui auraient eu des symptômes dépressifs sévères ou de multiples récurrences, les recommandations en psychiatrie, c'est souvent de traiter à vie. De faire une analyse quand même longitudinale du nombre d'épisodes, la sévérité et tout ça là, avant de déprescrire des antidépresseurs. On suggère aussi qu'en termes d'organisation de soins, pour la déprescription, il y a plusieurs projets cliniques recherche qui ont démontré, là, entre autres, un peu partout au Canada, au Québec, avec Opus, par exemple, que ça prend des programmes de formation interdisciplinaire, des bilans pharmacologiques par des pharmaciens, former les médecins de famille pour faciliter la déprescription d'antipsychotiques. Tout ça, c'est des facteurs de succès à l'échelle de l'organisation dans les établissements de soins de longue durée ou résidentiels autres. Donc, on a fait un survol, ma foi, rapide. Vous aurez plus de détails lorsque vous pourrez aller lire en ligne, probablement dans le prochain mois, les lignes directrices en français. L'idée était de vous fournir aujourd'hui des recommandations pour vous guider dans l'évaluation et le traitement des SCPD. Il y a des prochaines étapes. Là. Il y a le, le projet ECO qui recommence à l'automne 2024 avec des discussions de cas. Il va y avoir probablement des ressources à jour sur la déprescription et des cartes de poche de la coalition à l'été 2024. On souhaiterait pouvoir revoir tout ça dans quelques années et possiblement inclure des sujets supplémentaires, donc apathie, sommeil, soutenir les proches aidants. Vous avez le courriel ici de la coalition si vous avez des questions brûlantes qui seront restées inassouvies après ce webinaire. Il y a aussi un site web d'une trousse d'outils, en fait, sur les SCPD avec plusieurs ressources pratiques. On va essayer d'y intégrer des ressources en français pour aider les proches aidants, mais aussi les cliniciens, les professionnels à mieux comprendre et intervenir. Ça met fin à moi. Je crois que vous avez... Oui, Alors, je te remercie beaucoup, Marie-André, pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de t'entendre sur ce sujet-là, un sujet que tu connais bien auquel tu as beaucoup contribué au cours des dernières années. Nous allons maintenant partager un lien vers un très court sondage qui vous permettra de nous faire part de vos commentaires sur ce webinaire. Il apparaîtra sur votre écran dans quelques minutes. Ensuite, nous poursuivrons avec la période de questions. Alors, pendant que les gens répondent à ce court questionnaire, je commence à réviser un peu les questions qui vont être posées, Marie-André. Euh, je pense qu'on peut commencer. Euh, il y a beaucoup.
il y a beaucoup de questions sur euh, plus de détails sur pourquoi certaines recommandations ont été faites, pourquoi certains médicaments ont été recommandés plus qu'un autre. Et je pense que ça, Marie-André, c'est peut-être difficile de répondre à ces questions-là de façon pointue sans avoir à retourner au complet, à retourner pour lire le détail dans les lignes directrices. Oui. On Bon, demande ici aussi s'il est possible de remettre la diapo avec l'adresse du site web pour les outils SCPD. Je pense que ça viendra bientôt. Ici, il y a une question sur un problème excessivement difficile, là, les expressions sexuelles à risque, si le nom pharmacologique a été mis en place le plus possible, au maximum, puis le comportement persiste et met à risque d'autres patients. Par exemple, dans une résidence pour personnes âgées. Euh, les recommandations pour l'utilisation des médicaments, est-ce qu'on recommande le Zoloft, la Trazodone? Je pense que tu as touché brièvement lors de ta présentation. Marie-André, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? oui, ben c'est toujours des cas complexes là, quand ça arrive. Euh, Au Québec, en tout cas, si vous allez sur le site de l'ENA, là, on avait fait une capsule spécifique sur les expressions sexuelles à risque dans la démence, où on dit, bon, de revoir un peu, est-ce qu'il y a d'abord quelque chose au niveau de la sphère génito-urinaire qui peut achaler ou stimuler le patient? C'est quoi? C'est encore une fois, bon, sa personnalité, ses antécédents, mais aussi son histoire sexuelle. Des fois, on apprend des choses, là. Est-ce que c'était quelqu'un qui avait déjà des comportements problématiques ou, en fait, de comprendre un petit peu la fréquence avec qui, comment ça se passait dans sa relation maritale et tout ça. Et de voir après ça, bon, comment c'est dirigé. Des fois, c'est des besoins affectifs qui sont pas répondus ou la personne ne reconnaît plus son conjoint, prend un autre résident pour son conjoint. Et donc, il faut voir aussi la notion de risque, là. Est-ce que c'est vraiment lié avec de l'agressivité, avec de la dangerosité pour les autres résidents, pour le personnel? Donc, il y a tout ça à analyser. Voir aussi s'il y a de la médication qui augmente le risque de désinhibition sexuelle. Des fois, il y a certains psychotropes là, qui jouent sur la dopamine et tout ça qui peuvent exacerber. Et puis, par la suite, selon le niveau de risque, ben, c'est de voir est-ce qu'on peut permettre à la personne, parce qu'il y a toutes sortes de comportements là, là-dedans, à la personne de s'isoler pour poser des gestes avec son intimité ou tout ça. Est-ce qu'il faut encadrer, surveiller, isoler s'il y a d'autres clientèles à risque pour lesquelles il faut assurer leur protection? Discuter un peu de tout ça. Bon, alors, quand on est rendu au fait puis d'utiliser des stratégies de diversion, d'occupation, s'assurer que les besoins sont répondus, qu'il n'y a pas trop de stimulation, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, s'il y a de la dangerosité, de l'agressivité en lien avec l'expression sexuelle à risque, c'est sûr que des fois, on se rend à la médication. Puis là, bon, la rationnelle, soit des ISRS ou des antipsychotiques, on sait que ça joue, ça coupe la libido, là, certains plus que d'autres. L'Effexor, entre autres, est un bon, celui qui est le plus associé avec des effets secondaires sexuels chez les clientèles plus jeunes, les antipsychotiques, mais bon, c'est un peu non spécifique, là, c'est pour diminuer la libido. Puis, bon, dans de rares cas, on se rend à l'hormonothérapie, sauf que ça prend vraiment je pense une évaluation en médecine interne, en gériatrie, parce qu'il y a des risques métaboliques, cardiovasculaires aussi associés avec ça. Puis il faut monitorer certains paramètres là, cardiovasculaires lorsqu'on prescrit de l'hormonothérapie. Il faut comprendre aussi que l'hormonothérapie, c'est considéré euh, comme une castration chimique dans certains États aux États-Unis. En fait, c'est pas considéré légal. Donc, il y a des enjeux éthiques autour de ça, d'où l'importance des fois de s'asseoir avec toutes les parties prenantes, la famille aussi,
puis vraiment de comprendre dans quoi s'inscrit le comportement là, associé. Longue, longue réponse, mais quand même Mais courte pour quelque chose de complexe. oui, c'est ça, justement, c'est un problème très complexe. Une question peut-être un peu plus facile, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais est-ce que l'échelle d'évaluation de Saint Andrews a une version en français validée et normalisée? Est-ce que tu le Bonne sais? question, bonne Parce question. que je pense que beaucoup des participants comme moi aujourd'hui qui Mhm. recherchent toujours du matériel en français et c'est pour ça que je suis tellement contente que la coalition est préparée et a offert tous ces webinaires dans les deux langues officielles, qu'on peut avoir des discussions en français, même si souvent le matériel auquel on doit se référer ou les études elles-mêmes ont été publiées en majorité en anglais. Ouais. Ben, de mémoire, je dirais oui, là, parce qu'il me semble que dans la capsule qu'on avait fait il y a quelques temps de ça, qui se retrouve sur le site du ministère, il me semble qu'il y avait une version traduite de ça, mais il faudrait que je vérifie, honnêtement. J'ai vu passer plusieurs Marie-André? questions sur pourquoi pas utiliser le Zoloft, plus le citalopram, etc. Il faut comprendre que les recommandations sont vraiment axées sur les évidences dans la littérature scientifique, puis l'espèce de network méta-analyse qui a été faite. Donc, ce qui ressort, c'est ce qui est le plus utilisé, qui a le plus d'évidence, le mieux toléré. C'est sûr qu'il y a des surprises par rapport à ce qu'on a utilisé, puis ce qu'on utilise dans les dernières années en clinique, puis des fois des rationnels théoriques sur des effets de classe, pourquoi un puis pas l'autre, là. Fait que vos questionnements sont valables. Il faut comprendre que ces recommandations-là sont vraiment basées sur l'analyse gradée là, des évidences scientifiques. Donc, Marie-André, peut-être de penser utiliser ça plus que les autres. Oui. j'ai une autre question. En fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de justement la ressource qui avait été faite avec le ministère de la Santé, je pense, sur les SCPD? Et est-ce que les francophones hors Québec, les francophones du Québec et les francophones hors Québec ont accès à cette ressource-là, qui était une excellente ressource? Il y a des capsules SCPD là, qui sont sur le site de l'ENA, qui est la plateforme d'apprentissage numérique du ministère de la Santé. Il faut être professionnel d'un CIS ou CIUS pour cliquer, se créer un compte puis avoir accès. Là, je suis en discussion avec la responsable du ministère de la Santé pour voir si on pourrait pas partager des liens web là, directement pour l'extérieur du Québec. Le ministère de la Santé du Québec aussi a fait un répertoire de toutes les ressources qui peuvent être utilisés là, en libre accès, francophones, certains anglophones, mais en tout cas, surtout francophones. Et donc, ça aussi, là, on essaie de voir comment on pourrait partager du moins ceux qui sont spécifiques au SCPD. Donc, à suivre. J'aimerais lire la question d'Isabelle Julien ici. La pénurie d'effectifs. Oups. Et l'instabilité du personnel en centre de soins de longue durée influence fortement le comportement de nos patients avec troubles neurocognitifs. Le personnel manque de connaissances et certaines interventions vont même exacerber ces troubles-là. Quelle est, quelle est votre stratégie de sensibilisation des décideurs pour que nos demandes soient considérées plus sérieusement quand il est question d'une bonne gestion de la médication psychotrope, des contentions, de la sécurité sur nos unités de soins en CHSLD? Alors, c'est peut-être une question, oui, pour toi qui travaille fort depuis plusieurs années, mais aussi peut-être pour la coalition. Mm. Ben, c'est un petit peu toujours les mêmes recommandations. Bon, avec le plan Alzheimer du moins au Québec, là, on avait commencé à mettre en place des équipes SCPD, donner beaucoup de formation, développer des programmes de formation pour le personnel. Bien sûr, Isabelle, tu sais, toutes les recommandations qui ont été déposées depuis 20 et 30 ans pour améliorer les soins en CHSLD. La pandémie a rajouté une couche de désorganisation puis de pénurie de personnel. Bon, alors je pensais à la grandeur du Canada.
C'est sûr qu'on recommence encore à essayer d'introduire les programmes de formation, former le personnel. La stabilité du personnel est un enjeu criant depuis longtemps, mais pire encore. Développer des interventions. Au Québec, le programme Opus est rendu dans la phase de généralisation. C'est sûr que les limites sont toujours les ressources humaines, la stabilité des ressources humaines. Alors continuez à porter vos voix pour améliorer tout ça. Mm. Alors, je pense que nous avons une dernière question, une question sur le syndrome Korsakoff. Est-ce qu'il y a un traitement possible pour l'agitation, la persévération, les fausses croyances, euh, ou est-ce que c'est seulement, ou surtout les mesures non pharmacologiques? Alors, on pense, est-ce qu'il y a des traitements pharmacologiques qui peuvent être appuyés en, en plus des traitements des approches non pharmacologiques? Ben, je pense que tu sais, la littérature, là, on parle surtout des démons d'Alzheimer et apparentés. Il y a très peu d'études spécifiques là, sur Korsakoff, démence alcoolique et tout ça, là, qui est un syndrome à part. C'est sûr qu'on sait que ces patients-là, bon, ont des persévérations, des confabulations. Moi, souvent, je vais essayer de faire décrire le symptôme comme il faut parce que c'est pas, des fois, c'est confondu avec des symptômes psychotiques, là, comme si les patients hallucinaient ou déliraient, alors que c'est vraiment, ils se reconstruisent une histoire dans un vide de mémoire. On voit ça aussi des fois avec les patients Alzheimer qui ont un plongeon rétrograde, là, tu sais, qui revivent comme si ils étaient chez leurs parents ou qu'ils doivent aller travailler et tout ça. Puis là, ils vont dire les enfants sont là. Puis souvent, la famille pense que c'est des symptômes psychotiques, ils hallucinent, qu'ils ont des délires, alors que c'est réellement la mémoire. Puis on se reconstruit une histoire de l'époque. Fait que, tu sais, à ce moment-là, moi, je pense qu'il faut utiliser des stratégies de diversion comme on enseigne, là. Tu sais, est-ce qu'on peut partir de ce sujet-là, mais dévier vers quelque chose qui est d'intérêt pour la personne, mobiliser l'attention sur une autre activité, sur autre chose. Puis c'est sûr que bon, les persévérations, les propos répétitifs, c'est des fois lourd pour l'entourage, mais bon, il n'y a pas de traitement de ça, ça va avec les troubles de mémoire. Fait qu'à moins qu'il y ait une agitation sévère avec de l'agressivité qui s'inscrit dans tout ça, où là, on va donner des médicaments qui vont plus servir à diminuer l'agitation. Tu sais, il n'y a pas de traitement pharmacologique de ce symptôme-là comme tel qui fait partie, dans le fond, de la détérioration cognitive, là. Alors, Marie-André, on est arrivé à la fin de notre temps ensemble. On veut certainement te remercier grandement pour cette présentation. Il y a des gens qui ont demandé si les diapositives seront disponibles. Qu'est-ce qu'il y aura il y aura beaucoup de choses disponibles en fait sur le site Ouais. de la coalition. Vous pourrez Le trouver un webinaire lien. est enregistré, oui, c'est ça Oui, le aussi. webinaire Donc, est enregistré et vous allez pouvoir le retrouver sur le site web dans la semaine à venir. Nous vous encourageons tous à rester en contact. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'infolette de la CCCMPA, vous pouvez le faire à partir du lien dans la section clavardage. Merci beaucoup pour votre participation aux nombreuses questions et merci Marie-André pour cette belle présentation. ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Et merci à toi, Dr. Rivard, pour l'avoir animé. Merci, Dr. Bruno.